les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, retour à Sartilly avec Bérangère Guidet, hypnothérapeute que nous avons déjà rencontrée pour savoir déjà ce que c'était que l'hypnose thérapeutique, que nous avions retrouvé aussi pour savoir un petit peu comment se passait l'hypnose, qu'est-ce qu'était un état modifié de conscience. Et là, nous allons continuer notre découverte avec une question: sommes-nous toutes et tous hypnotisables de la même façon? Bérangère, pour commencer, on va pas raconter tout ce que vous aviez dit sur votre parcours, qui est intéressant parce qu'il est multiple, mais juste un petit rappel pour vous présenter. Alors bonjour à tous, donc je suis installée à Sartilly depuis 1 an maintenant en tant qu'hypnothérapeute suite à une reconversion professionnelle. Oui, effectivement, je fais partie de ces personnalités multiples. Justement, on va parler des multiples personnalités, des multiples cerveaux, et ça va être le sujet au-delà. D'ailleurs, on va aller, je pense, plus loin que l'hypnose, mais on va partir de cette question-là. Est-ce qu'il y a vraiment des différences très nettes de cerveau? Et donc, du coup, est-ce que ça implique les mêmes démarches ou pas, justement, de différencier votre pratique de l'hypnothérapie? Alors, sur les différences de cerveau, je suis extrêmement curieuse, donc je me forme effectivement. Ah oui, c'est ça. En ce moment, ouais. Vous êtes en formation sur quelque chose qui est en lien, mais qui est un peu différent. Alors, expliquez-nous, oui, justement. Alors, j'ai repris, moi, je suis en formation là pendant quasiment 1 an sur les neurosciences. C'est plus sur le fonctionnement, en fait, quelque part, un peu du cerveau et de l'être et du corps. Est-ce que c'est quand même la pratique de l'hypnose qui vous a amené à vous interroger là-dessus et à vous pencher sur cette question? Oui, parce que ça me paraît assez logique, intuitif et intelligent, peut-être, je ne sais pas trop, d'être curieux, en fait. Parce que là, en fait, les études en fait en neurosciences, enfin la formation là en neurosciences me permet de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique. Moi, mon travail en fait au quotidien avec l'hypnose, on va être beaucoup sur du ressenti en fait corporel, amené en fait par des suggestions en fait. Et alors le cœur, ça va être moi plutôt les métaphores en fait pour moi, mais je vais utiliser un petit peu tous les aspects parce qu'on est complexe. Hein. Nous sommes multiples. C'est bien cette. Je pense que ça va être le mot du jour. Différence de cerveau, donc même démarche ou pas. Pour moi, c'est important en fait de comprendre ce qui se passe sur les différents plans en fait au niveau corporel, au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau. Je trouve que c'est intéressant parce que ça me permet moi aussi de faire une synthèse, d'être aussi plus ouverte dans ma pratique au quotidien et d'avoir quelque chose de plus adapté. Plus je vais avoir moi de connaissances, plus je vais avoir d'outils entre guillemets dans ma boîte à outils. Plus il va m'être facile de personnaliser en fait les prises en charge. C'est dans ce sens-là. Oui, parce qu'il me semble que vous m'aviez déjà dit que vous ne faites pas les mêmes séances selon les personnes, même selon les jours, enfin... Complètement, oui. L'état d'esprit, l'état de fatigue, l'état moral, le temps qu'il fait peut aussi intervenir, le nombre d'heures de sommeil. Enfin, il y a une même séance avec les mêmes termes, la même notion, effectuée à 2 jours ou à 1 semaine d'intervalle sur la même personne, n'aura pas le même impact. Et quand même, déjà, même avant de commencer vos études là, de neurosciences, vous aviez déjà commencé à vous rendre compte qu'il fallait adapter selon les personnalités des gens. Oui. Donc, dans la formation de base, en fait, qui concerne l'hypnose ericksonienne, on est formé en fait sur les techniques, sur l'accueil en fait de personnalités, sur la pluralité de toute façon aussi de nos êtres et de nos complexités on va dire humaines. En neurosciences maintenant, pour moi c'est une brique en plus en fait parce que j'ai intégré la physiologie en fait vraiment du fonctionnement en fait du corps humain. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent du cerveau ou du plus cerveau. Que au-delà les du neurosciences généralement c'est le cerveau, mais ça va un peu plus loin. Ah oui.
on intègre le nerf vague, enfin, on va parler de plein de choses. Encore une fois, je remets les choses vraiment... c'est de l'intérêt pour moi dont je me sers, mais je ne suis pas du tout formée de base sur ces notions-là, que ce soit extrêmement clair. Moi, ça m'apporte une autre grille de lecture, et c'est là où c'était intéressant. Ouais. D'accord, donc là vous allez découvrir, vous commencez à découvrir quoi sur le cerveau que peut-être vous saviez déjà, mais ou de redécouvrir plus précisément. Qu'est-ce que vous découvrez? Alors, par exemple, si je veux faire un parallèle entre l'hypnose ericksonienne et la PNL, parce qu'on apprend, par exemple... Alors, la PNL, on peut expliquer, c'est de la programmation neurolinguistique, en fait. Ce qu'on utilise énormément, hein, de toute façon, en hypnose, hein, c'est très proche, hein, comme... ce sont d'autres techniques, en fait. Qui marchent comment? PNL, c'est vraiment programmation neurolinguistique. Ça va être long, hein. Bon, d'accord. Bon, ouais. Oui, mais c'est quand même avoir une idée juste... Ça fonctionne un petit peu, hein, comme l'hypnose, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on entend, en fait, ce sont des protocoles, hein, de toute façon à mettre en place en fonction de ce qu'on entend en fait avec la personne qu'on reçoit. Oui, on peut rappeler quand même, parce que ça vous l'avez déjà expliqué dans les autres interviews, c'est que vous commencez toujours par un dialogue avec la personne, et ensuite il y a eu la séance d'hypnose proprement dite, quoi. Oui. Ouais. Pour la simple et bonne raison que nous avons besoin de comprendre quel est le contexte dans lequel la personne reçue en fait évolue. Quels peuvent être les blocages par exemple, et comprendre, et c'est là où je vais revenir en fait sur ce qu'on disait, c'est que chaque comportement en fait est né d'une intention positive. Alors ça, on est dans la construction, dans les croyances, dans la schématisation. Les neurosciences, en fait, là où ça, pour moi, c'est complémentaire, c'est que ça me permet de comprendre que les intentions positives ou on va dire les autoroutes construites en fait par ces schémas-là peuvent à tout moment être déroutées et on peut recréer en fait un nouveau chemin en fait à côté de celui qui a été emprunté en fait jusque-là pour créer en fait de nouveaux comportements, pour créer de nouveaux schémas en fait. Et c'est là où les neurosciences, pour moi, elles se greffent et c'est vraiment une brique supplémentaire en plus de l'hypnose, c'est que ça permet de comprendre la dimension du comment ça fonctionne. Et moi, en comprenant comment ça fonctionne, je suis capable d'avoir le bon discours pour aider en fait la personne qui va se trouver en face de moi. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai repris une nouvelle formation. Alors déjà, on pourrait vous demander, déjà dans votre pratique, puisque ça fait plus d'1 an que vous pratiquez, ça? 1 an et demi? Ça fait un an que je suis installée à Sartille. Ouais. Et est-ce que vous avez vu des différences selon les genres et selon les âges? Alors, selon les genres, moi personnellement je vais répondre non. Pour moi, la séance en fait l'accessibilité en fait à l'état modifié de conscience, homme, femme ou autre, enfin, non, je ne vois pas l'âge et a plus d'impact en fait sur la manière de rentrer en fait en état modifié de conscience. Alors elle s'explique de manière assez sociétale. Moi j'ai un peu plus de 40 ans, on a pris l'habitude de prendre soin de soi en fait, ce qui est moins le cas en fait de la génération qui est en jeune retraité en fait maintenant. Les enfants ou les ados ont aussi, il y a un vrai questionnement depuis le départ en fait dans leur vie, dans le ressenti. Donc en fait, c'est plus facile en fait quelque part de rentrer dans un état modifié de conscience ou d'accompagner en fait. Selon l'âge, voilà. Enfin, il y a des vraies différences en fait selon l'âge. Oui, c'est l'ouverture à l'hypnose en fait, qui est différente selon l'âge. Ouais. Et sinon, dans les termes, vous allez adapter quand même. Les mots vont peut-être pas être les mêmes pour des enfants. À quel âge vous faites de l'hypnose? On l'avait peut-être déjà dit, mais... Pas avant 6 ans, ouais. 7 ans. Mais vous allez adapter vos mots pour un enfant ou pour une personne plus âgée? Les mots, les protocoles, la longueur de la séance, il y a plein de paramètres. Hein, ce que vous appelez les protocoles, c'est quoi exactement? Sans les techniques, les techniques utilisées en fait. On a, encore une fois, il y a plein d'outils en fait dans notre boîte à outils en fait au niveau de l'hypnose ericksonienne. Donc
en fait, pour un protocole ou un outil, une technique en fait identique, la séance ne va pas être la même en fonction du public, effectivement. Ouais. Et alors, on en vient à un sujet qui est quand même très à la mode en ce moment et qui est intéressant. Donc on étudie de plus en plus, même dans le milieu scolaire, puisqu'on parle de TDAH, hein, c'est ça? Ce qui veut dire trouble du déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, il y a un autre terme que j'aime bien parce que je trouve justement, c'est plus curieux, c'est neuroatypie, ne pas être typique, c'est ça, il y aurait la norme. Alors maintenant, heureusement, on ne parle plus de normalité ou d'anormalité, mais on parle de neuroatypie, donc c'est des gens qui ont un fonctionnement différent. Est-ce que ça, vous vous en rendez compte et ça joue pour aussi vos protocoles? Oui. Alors, pour que les choses soient extrêmement claires, en fait, quelqu'un qui arrive avec un diagnostic déjà établi, parce que ça, c'est clairement pas du tout mon cœur de métier. Oui, pas vous qui établissez le diagnostic. Je suis pas formée, pas apte, et c'est pas du tout mon métier. Quelqu'un qui arrive effectivement en disant j'ai une neuroatypie, j'ai une spécificité, en fait, effectivement, moi, ça me permet d'adapter, en fait, effectivement, ma séance. Oui. Oui. Et vous le voyez déjà quand vous discutez avec les personnes? Alors, le mieux, c'est quand même d'arriver effectivement avec un diagnostic posé. Moi, après, je peux me poser la question, hein, ça n'engage que moi de me poser la question. Non, les neuroatypies ne se voient pas aussi facilement que ça. Non, c'est un diagnostic qui est long, qui est assez compliqué à mettre en place. Hein. Et alors donc, est-ce qu'on pourrait en profiter pour voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de légendes, de choses qui se disent. Vous, concrètement, est-ce que... Donc, évidemment, quand les gens vous disent que vous pouvez donc faire attention, est-ce que vous remarquez vraiment de grandes différences et lesquelles? Alors, vous évoquiez tout à l'heure le TDAH, par exemple. Une séance, quand j'ai connaissance, hein, quand le diagnostic est déjà établi et que la personne a un TDAH, moi, par exemple, je vais me caler sur son rythme, en fait, à elle. Le rythme, en fait, des pensées n'est pas le même qu'une autre personne. Et ça va être à moi, en fait, quelque part, d'adapter, en fait, ma pratique pour correspondre au rythme et à la personne et à la spécificité, en fait, de la personne qui est en face de moi. Alors, si on peut ouvrir un petit peu sur les neuroatypies, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme, on sait que là, on va être, par exemple, sur des choses très expliquées, sur une séance qui va être très expliquée en amont, en fait, pour respecter, encore une fois, le rythme de la personne qui se trouve en face de moi. La famille des 10, quand j'ai connaissance de ça, j'adapte aussi en étant plus corporelle, plus kinesthésique, moi, dans mes pratiques. Dans ma manière. Ça veut dire quoi alors? Vous allez toucher les personnes? Non. Non, je vais ramener moi plus à de sensations kinesthésiques. Des sensations physiques, kinesthésiques. Ouais. C'est le mouvement alors? Non, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est sensation aussi. Hein. Alors, ça peut être les sens, ça peut être le toucher, ça peut être le mouvement. Mais encore une fois, pendant une séance d'hypnose, en fait, il peut se passer énormément de choses au niveau alors de l'imaginaire ou du cerveau. Moi, je ne sais pas sous quel biais on va le prendre. C'est plutôt à moi de suggérer ou d'induire, en fait, justement, de rentrer par cette porte-ci, si vous voulez, plutôt qu'une autre, en fait. La porte des sensations. Oui. Enfin, vous disiez déjà que vous, dans l'hypnothérapie, il y avait beaucoup les sensations déjà. Oui. Mais alors peut-être après, encore plus. Ouais. Alors, le côté corporel, retour en fait au corporel, est quelque chose d'important pour moi. Je suis pas sûre que toutes les pratiques et tous les cabinets d'hypno en fait le pratiquent comme ça. Mais vous allez accentuer ce côté-là quand c'est quelqu'un de neuroatypique. Alors, quand on est dans la famille des 10. Non, dans la famille des 10. Alors, expliquez-nous un petit rappel, on en profite, parce que vous avez dû étudier la question quand même. Les différences... donc, tout n'est pas... On met souvent tout dans le même sac, mais il y a des différences quand même. Dans les neuroatypies. Neuroatypie, c'est un ensemble, c'est ça? C'est une grande... ça permet
Alors, encore une fois, j'espère ne pas du tout outrepasser mes compétences en répondant à cette question-là. Ça permet de comprendre que le fonctionnement du cerveau a une singularité. Voilà. Une neuroatypie, la manière de l'expliquer de mon biais à moi, ce serait celle-là. Alors, donc on a dit il y avait les 10, donc c'est ce qu'on appelle les 10, c'est 10 orthographique, ça peut être dyscalculique, dyslexique, dyspraxique, il y a une famille en fait. Alors dyspraxie, on peut préciser, donc il y a des différences. Dyspraxie qui est peut-être moins connue, c'est par rapport au psychomoteur. Oui, exactement. Ouais. C'est associer le geste et l'idée. C'est des gens parfois intelligents mais qui sont maladroits. C'est ce qu'on appelle un peu les maladroits. Parce que les neuroatypies n'ont rien à voir avec l'intelligence de la personne. Déjà de toute façon. Ouais. C'est un fonctionnement du cerveau en fait. Ça c'est important. Qui est différent. Et à ce titre-là, c'est en ça, encore une fois. Après, c'est vrai que je suis curieuse. Ça fait partie des choses qui sont importantes en fait pour moi d'avoir au moins une connaissance de base justement sur ces différences-là pour pouvoir vraiment adapter moi ma séance. Mais en fait, le fait de dire que c'est des gens 10 ou des neuroatypiques, en fait, est-ce qu'on pourrait pas dire que tout le monde est un peu différent? Non, il y a quand même une majorité qui se dégage d'un fonctionnement, et donc c'est tous ceux qui ne seraient pas dans la majorité qui seraient... Non, elle est bien cette question. Parce que moi je me suis toujours posé la question de la normalité. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas tous différents quand même? Oui. On l'est par définition, on l'est tous. La normalité en fait elle est... Après c'est une moyenne, c'est ça, c'est une question de moyenne peut-être. Il y a une moyenne qui va fonctionner d'une certaine façon. Mais un neuropsychologue ou un psychiatre pourrait tout à fait répondre en fait à une question comme celle-là. Parce que la normalité, en soi, la normalité n'existe que dans la personne qui la définit, en fait, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'on est tous différents, effectivement. Mais donc, le fait qu'il y ait un diagnostic, quand même, pour vous, c'est pas, ça peut vous aider. Vous allez pouvoir vous rendre compte que ça peut fonctionner mieux pour vous, certaines pratiques. La manière d'entrer en état modifié de conscience, en fait, est différente. Dans ces cas-là, j'adapte, en fait, effectivement, il y a une différence. Le rythme, par exemple, quelqu'un qui a un TDAH, le rythme, pour moi, c'est important de respecter son rythme. Quelque chose de lent, d'extrêmement imposé, de très directif. Là, on n'a pas... ça va pas fonctionner. Il va rien se passer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vivre une séance où il va attendre en fait que le temps passe, quoi. Alors qu'en respectant son propre rythme, c'est-à-dire plus rapide. Ouais. Ah oui, le rythme est plus soutenu. On ouvre beaucoup plus aussi au niveau. On n'est que sur des suggestions indirectes, sur un questionnement intérieur, par exemple, pour laisser court à un cerveau en fait TDAH, qui va très très vite. Donc un cerveau classique, je dirais, je sais pas comment on dit. Vous allez être plus directif en fait, plus lent et plus directif, c'est ça? C'est pas forcément, mais je ne le serai pas du tout ou jamais avec un... Beaucoup moins quoi. Oui, pas du tout, d'accord. Ouais, c'est dans ce sens-là. On n'a pas toujours besoin d'entendre les mêmes choses, de toute façon dans une séance, mais effectivement avec une spécificité, il y a des choses sur lesquelles c'est complètement de côté et ça sortira pas de toute façon. Ouais. Par exemple pour respecter vraiment justement quelque chose une métaphore extrêmement fermée, extrêmement directive. Un cerveau TDAH, moi j'y vais pas, je vais le tourner autrement, je vais le construire autrement, le développer et l'amener en fait autrement, mais pas sur quelque chose d'imposé, non. Ce que vous disiez, c'est suggérer plein de petites pistes, en fait, très rapidement, pour que son cerveau chope exactement ce qui lui intéresse. Sinon, il va s'ennuyer. Même en hypnose, un cerveau qui va vite, il va s'ennuyer, c'est ça? Le but, c'est de provoquer ou d'avoir la bonne manière de parler à l'inconscient pour provoquer un changement, de toute façon, pour
déclencher en fait un mouvement de changement. Donc si je le perds, il se passe... Comment vous vous rendez compte justement que ça marche pas? Comment vous pouvez ajuster? Parce que vous pouvez... Non, vous avez tombé juste tout de suite ou comment est-ce qu'on peut se rendre compte si... Alors les gens après vous disent ouais. Je demande souvent de noter entre 2 séances par exemple, voir les différences, voir par exemple quand on réagit un petit peu différemment à une situation identique avant notre rencontre par exemple, de relever toutes les choses qui peuvent être un petit peu ou mises en place, ou différentes, ou gérées d'une autre manière. Pour moi, c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir un retour entre deux séances. Ça me permet aussi d'adapter ma pratique. De voir si ça a eu un impact dans leur vie. Et donc, les gens vous disent qu'il y a vraiment des impacts. La meilleure manière de savoir, c'est peut-être d'essayer. Quels sont les retours que vous pouvez avoir de gens que vous traitez je ne sais pas si on dit traiter, on dit quoi? Non, pas accompagner. Du tout. Que vous accompagnez, c'est plus joli. Alors, il peut y avoir plein de choses. La problématique de base, de toute façon, c'est pareil, va déterminer ce qu'on va mettre en place. Alors, par exemple, hier, j'ai été en consultation, voilà. Et en fait, quelqu'un m'a demandé si l'effet était toujours aussi marqué que ce que cette personne-là avait ressenti. C'est-à-dire que après même la première séance, elle ressentait, mais assez rapidement et de manière un peu plus soutenue, parce que là, on s'était vu un mois avant. Elle m'a dit avoir ressenti un calme en fait intérieur qu'elle n'avait plus en fait quelque part, auquel elle n'avait plus accès. Avant la séance ou depuis quelques mois, quelques années, selon le contexte, quoi. Alors là-dessus, je voudrais bien revenir aussi sur une chose, c'est-à-dire que c'est un travail en fait qui est collaboratif, ce qui se passe. C'est-à-dire que le fait de bien avoir compris l'histoire de vie, qui est la personne, potentiellement des spécificités multiples de toute façon, vont me permettre d'accompagner correctement pour que justement déclencher ce changement-là, d'aller vers quelque chose qui va être plus adéquat, plus opportun et plus congruent en fait pour la personne qui est en face de moi. Donc vous testez des choses et selon ce que vous dit la personne, vous voyez si vous êtes sur la bonne piste ou pas, c'est ça? On ouvre le questionnement où on suggère en fait par la métaphore afin de provoquer une nouvelle manière en fait d'appréhender son environnement, les choses, ses ressentis. Mais encore une fois, c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute, on va suggérer, mais le travail, en fait, ça reste la personne en fait qui est en face de nous, qui va vraiment la faire et qui va s'autoriser en fait quelque part à passer à autre chose qui va lui être plus opportun. C'est pour ça que c'est joli votre terme accompagner, parce que c'est ça, vous êtes à côté et vous l'aidez dans le chemin, mais c'est la personne qui va cheminer. En fait, vous lui tendez des perches un peu, on pourrait dire, et après, voilà. Non, c'est ça? Oui, c'est vraiment alors si on pouvait imager, par exemple, nous on se tiendrait derrière la personne en la guidant, en la sécurisant, en fait, en lui indiquant en fait le chemin. Libre à elle après de prendre ou pas le chemin. Les séances, c'est tous les combien à peu près? Ça dépend des gens, mais oui, ça dépend. C'est tous les combien? Il n'y a pas vraiment de tous règles. Les mois, non, il n'y a pas de règle. Ça peut être toutes les semaines ou ça peut être tous les 6 mois. C'est quoi? C'est très large. Selon la thématique, selon la personnalité, selon le besoin. Est-ce que ça dure longtemps ou pas? Parce que c'est les grandes questions sur la psychanalyse, la psychologie, etc. Il y en a qui préfèrent des méthodes rapides, d'autres des méthodes très longues comme la psychanalyse. Vous, c'est quoi? C'est moyen? L'hypnose ericksonienne, nous, on s'inscrit de toute façon dans la thérapie brève. Donc bref, on peut dire, je sais pas moi, 1, 2, 3, 10 séances en fonction, en fait, si vous voulez, en fonction de la personne qui a en face de nous. Donc les gens, il y a un moment, ils n'ont plus besoin. Ils vous disent, ou c'est vous, ou c'est tous les deux, vous voyez? Alors,
Les séances sont reprises par les accompagnés, hein. En règle générale, moi je laisse évidemment très libre Oui. de... C'est sur un site, les gens prennent, Ouais, c'est ouais. ça. Donc après, c'est selon leurs besoins. Mais encore une fois, si on vient par exemple avec une problématique, parce que j'aime beaucoup faire beaucoup de ponts avec d'autres disciplines, parce que je trouve ça très intéressant en fait, la multi... Bon, on est vraiment sur des choses multiples effectivement aujourd'hui, hein. La prise en charge en fait peut être faite par différents biais. Quelqu'un qui a déjà effectivement un bon psychothérapeute, psychiatre, qui a compris déjà plein de choses et qui sent un petit peu de résistance. Par exemple, une séance en fait d'hypnose peut suffire. Nous, on peut n'être là que par relais ou vraiment de manière très momentanée en fait, pour agir sur quelque chose d'extrêmement spécifique. On peut avoir aussi une prise en charge qui va être un peu plus longue, pour des raisons qui peuvent être complètement diverses et variées, hein. Retrouver par exemple, parce qu'il y a pas mal d'angoisses, moi j'accueille beaucoup en fait pour les angoisses. Les sources en fait d'angoisse sont tellement multiples que parfois, en 3 ou 4 séances, on peut vraiment provoquer un vrai changement et mettre quelque chose en place en fait de manière durable. Et puis parfois, venir une fois par mois, ça correspond bien aussi au rythme de la personne et ça va durer 6 mois, ça va durer 1 an, selon les besoins. Est-ce que vous voyez, j'ai oublié de vous poser ça la question, est-ce que vous voyez des réactions pendant l'hypnose? Oui, il y a de nombreuses du réactions. Corps, il y a des choses qui bougent, le corps, les mains, il y a des gens qui parlent, non, peut-être pas qui parlent, mais... Alors on peut tout à fait avoir une séance où on fait parler les gens, oui bien sûr. Ouais. Là, ça ressemble plus à l'hypnose de spectacle, souvent c'est ça dans les... Mais en fait, sinon, il peut ne pas y avoir de réaction du corps, ou il y en a toujours... Ah non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, justement. Dans l'hypnothérapie, c'est pas ça. Corps. Non. Mais il y en a. Donc il y en a souvent. Ouais. Sur des tressaillements, des petites rougeurs qui peuvent apparaître, des doigts aussi qui peuvent bouger. Certains ouvrent les yeux en pleine séance aussi, hein, ne se souviennent pas forcément d'ailleurs. Non. Ah oui. Et ça arrive, oui, ça arrive. Le mouvement des yeux est aussi fait partie des choses aussi intéressantes à... Mais c'est pour ça, nous, en tant que hypnothérapeute, par exemple, on regarde en fait tout ça. Ça peut vous guider aussi. Bien sûr, bien sûr. Selon les réactions, d'accord. Mais si quelqu'un ne réagit pas, c'est pas forcément que ça marche pas, quoi. Non. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous retourne la personne, quoi. Oui. Son retour. Le ressenti. Au moment même, et puis parfois plus longtemps après, c'est ça. Alors, ce qui se passe ensuite est souvent même plus intéressant de toute façon avec un décalage, ce qui peut se passer pendant la séance. D'accord. Il y a un moment, je pense, assez chouette à vivre pendant la séance, quand les images se présentent, quand les ressentis sont très agréables, quand on retrouve aussi, on parle d'homéostasie par exemple dans ces cas-là, mais ce qui se passe ensuite et de voir ce que ça engendre, provoque dans les comportements, dans le quotidien et dans les changements en fait perçus au quotidien, ça c'est génial, c'est sensationnel, quoi. Bon, écoutez, merci. On a progressé encore dans ces découvertes, et puis plus largement de notre cerveau, de notre esprit et de notre corps qui sont indissociables, hein, on disait bien. Oui. Donc merci Bérengère Guidet, et quand même un 3e choix musical pour nous quitter. Alors oui, avec Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Et une raison, ou c'est ce que vous écoutez en ce moment, ou... Non, elle va rester très, très personnelle. C'est une chanson qui me touche beaucoup en ce moment. Voilà. Très bien. Merci Sophie.